Idées sur les romans, le marquis de Sade. Avant que d'entamer notre troisième et dernière question, quelles sont les règles de l'art d'écrire le roman, nous devons, ce me semble, répondre à la perpétuelle objection de quelques esprits atrabilaires, qui, pour se donner le vernis d'une morale, dont souvent leur cœur est bien loin, ne cessent de vous dire à quoi servent les romans? À quoi ils servent, hommes hypocrites et pervers? Car vous seuls faites cette ridicule question. Ils servent à vous peindre tel que vous êtes. Orgueilleux individu qui voulez vous soustraire au pinceau parce que vous en redoutez les effets. Le roman étant, s'il est possible de s'exprimer ainsi, le tableau des mœurs séculaires est aussi essentiel que l'histoire aux philosophes qui veut connaître l'homme. Car le burin de l'une ne le peint que lorsqu'il se fait voir, et alors ce n'est plus lui. L'ambition, l'orgueil couvrent son front d'un masque qui ne nous représente que ses deux passions et non l'homme. Le pinceau du roman, au contraire, le saisit dans son intérieur, le prend quand il quitte ce masque, et l'esquisse bien plus intéressante et en même temps bien plus vraie. Voilà l'utilité des romans. Froid censeur qui ne les aimait pas, vous ressemblez à ce cul de jatte qui disait aussi et pourquoi fait-on des portraits? S'il est donc vrai que le roman soit utile, ne craignons point de tracer ici quelques-uns des principes que nous croyons nécessaires pour porter ce genre à la perfection. Je sens bien qu'il est difficile de remplir cette tâche sans donner des armes contre moi. Ne deviens-je pas doublement coupable de n'avoir pas bien fait si je prouve que je sais ce qu'il faut pour faire bien? Ah, laissons ces vaines considérations, qu'elles s'immolent à l'amour de l'art. La connaissance la plus essentielle qu'il exige est bien certainement celle du cœur de l'homme. Or, cette connaissance importante, tous les bons esprits nous approuverons sans doute en affirmant qu'on ne l'acquiert que par des malheurs et par des voyages. Il faut avoir vu des hommes de toutes les nations pour les bien connaître, et il faut avoir été leurs victimes pour savoir leur apprécier. La main de l'infortune, en exaltant le caractère de celui qui l'écrase, le met à la juste distance où il faut qu'il soit pour étudier les hommes. Il les voit de là comme le passager aperçoit les flots en fureur se briser contre l'écueil sur lequel l'a jeté la tempête. Mais dans quelque situation que les placer la nature ou le sort, s'il veut connaître les hommes, qu'il parle peu quand il est avec eux. On n'apprend rien quand on parle, on s'instruit qu'en écoutant. Et voilà pourquoi les bavards ne sont communément que des sots. Ô toi qui veux parcourir cette épineuse carrière, ne perds pas de vue que le romancier est l'homme de la nature. Elle l'a créé pour être son peintre. S'il ne devient pas l'amant de sa mère dès que celle-ci l'a mis au monde, qu'il n'écrive jamais. Nous ne le lirons point. Mais si, mais s'il éprouve cette soif ardente de tout peindre, s'il entr'ouvre avec frémissement le sein de la nature pour y chercher son art et pour y puiser des modèles, s'il a la fièvre du talent et l'enthousiasme du génie, qu'il suive la main qui le conduit. Il a deviné l'homme, il le peindra. Maîtrisé par son imagination, qu'il y cède, qu'il embellisse ce qu'il voit. Le sot cueillit une rose et les feuilles, l'homme de génie la respire et la peint. Voilà celui qui nous lirons. Mais en te conseillant d'embellir, je te défends de t'écarter de la vraisemblance. Le lecteur a le droit de se fâcher quand il s'aperçoit qu'on veut trop exiger de lui. Il voit qu'on cherche à le rendre dupe. Son amour-propre en souffre. Il ne croit plus rien dès qu'il soupçonne qu'on veut le tromper. Contenu d'ailleurs par aucune digue, use à ton aise
du droit de porter atteinte à toutes les anecdotes de l'histoire quand la rupture de ce frein devient nécessaire au plaisir que tu nous prépares. Encore une fois, on ne te demande point d'être vrai, mais seulement d'être vraisemblable. Trop exiger de toi serait nuire aux jouissances que nous en attendons. Ne remplace point cependant le vrai par l'impossible, et que ce que tu inventes soit bien dit. On te pardonne de mettre ton imagination à la place de la vérité que, selon la clause expresse, d'orner et d'éblouir. On n'a jamais le droit de mal dire tout ce qu'on veut. Si tu n'écris pas comme R, que ce que tout le monde sait, dusses-tu, comme lui, nous donner 4 volumes par mois, ce n'est pas la peine de prendre la plume. Personne ne te contraint au métier que tu fais, mais si tu l'entreprends, fais-le bien. Ne l'adopte surtout pas comme un secours à ton existence. Ton travail se ressentirait de tes besoins. Tu lui transmettrais ta faiblesse, il aurait la pâleur de la faim. D'autres métiers se présentent à toi. Fais des souliers et n'écris point de livres. Nous ne t'en estimerons pas moins, et comme tu ne nous ennuieras pas, nous t'aimerons peut-être davantage. Une fois ton esquisse jetée, travaille ardemment à l'étendre, mais sans te resserrer dans les bornes qu'elle paraît d'abord te prescrire, tu deviendrais maigre et froid avec cette méthode. Ce sont des élans que nous voulons de toi, et non pas des règles. Dépasse tes plans, varie-les, augmente-les. Ce n'est qu'en travaillant que les idées viennent. Pourquoi ne veux-tu pas que celle qui te presse quand tu composes soit aussi bonne que celle dictée par ton esquisse? Je n'exige essentiellement de toi qu'une seule chose, c'est de soutenir l'intérêt jusqu'à la dernière page. Tu manques le but si tu coupes ton récit par des incidents ou trop répétés ou qui ne tiennent pas au sujet. Que ce que tu te permettras soit encore plus soigné que le fond, que tes épisodes naissent toujours du fond du sujet, et qu'il y rentre. Si tu fais voyager tes héros, connais bien le pays où tu les mènes. Porte la magie au point de m'identifier avec eux. Songe que je me promène à leur côté dans toutes les régions où tu les places, et que peut-être plus instruit que toi, j'en pardonnerai ni une invraisemblance de mœurs, ni un défaut de costume, encore moins une faute de géographie. Comme personne ne te contraint à ces échappées, il faut que tes descriptions locales soient réelles, ou il faut que tu restes au coin de ton feu. C'est le seul cas dans tous tes ouvrages où l'on puisse tolérer l'invention, à moins que le pays où tu me transportes ne soit imaginaire. Et dans cette hypothèse encore, j'exigerai toujours de vraisemblable. Évite la fêterie de la morale. Ce n'est pas dans un roman qu'on la cherche. Si les personnages que ton plan nécessite sont quelquefois contraints à raisonner, que ce soit toujours sans affectation, sans la prétention de le faire, ce n'est jamais l'auteur qui doit moraliser. C'est le personnage, et encore nous le lui permettons que quand il y est forcé par les circonstances. Une fois au dénouement, qu'il soit naturel, jamais contraint, jamais machiné, mais toujours né des circonstances. Je n'exige pas de toi, comme les auteurs de l'encyclopédie, qu'il soit conforme au désir du lecteur. Quel plaisir lui reste-t-il quand il a tout deviné? Le dénouement doit être tel que les événements le préparent, que la vraisemblance l'exige, que l'imagination l'inspire, et qu'avec ces principes que je charge ton esprit et ton goût d'étendre, si tu ne fais pas bien, au moins feras-tu mieux que nous. Car il faut en convenir, dans les nouvelles qu'on va lire, le vol hardi que nous nous sommes permis de prendre n'est pas toujours d'accord avec la sévérité des règles de l'art. Mais nous espérons que l'extrême vérité des caractères en dédommagera peut-être.
La nature, plus bizarre que les moralistes ne nous la peignent, s'échappe à tout instant des digues que la politique de ceux-ci voudrait lui prescrire. Uniforme dans ses plans, irrégulière dans ses effets, son sein toujours agité ressemble au foyer d'un volcan, d'où s'élancent tour à tour ou des pierres précieuses servant au luxe des hommes, ou des globes de feu qui les anéantissent. Grande quand elle peuple la terre et d'Antonin et de Titus, affreuse quand elle y vomit des Androniques ou des Nérons, mais toujours sublime, toujours majestueuse, toujours digne de nos études, de nos pinceaux et de notre respectueuse admiration, parce que ses desseins nous sont inconnus. Qu'esclaves de ses caprices ou de ses besoins, ce n'est jamais sur ce qu'ils nous font éprouver que nous devons régler nos sentiments pour elle, mais sur sa grandeur, sur son énergie, quel que puisse en être les résultats. À mesure que les esprits se corrompent, à mesure qu'une nation vieillit en raison de ce que la nature est plus étudiée, mieux analysée, que les préjugés sont mieux détruits, il faut les faire connaître davantage. Cette loi est la même pour tous les arts. Ce n'est qu'en avançant qu'ils se perfectionnent. Ils n'arrivent au but que par des essais. Sans doute, il ne fallait pas aller si loin dans ces temps affreux de l'ignorance où, courbés sous le fer religieux, on punissait de mort celui qui voulait les apprécier, où les bouchées de l'Inquisition devenaient le prix des talents. Mais dans notre état actuel, partons toujours de ce principe. Quand l'homme a supposé tous ses freins, lorsque d'un regard audacieux, son œil mesure ses barrières, quand, à l'exemple des titans, il ose jusqu'au ciel porter sa main, hardi et carmé de ses passions, comme ceci l'était des laves du Vésuve, il ne craint plus déclarer la guerre à ceux qui le faisaient frémir autrefois, quand ces écarts même ne lui paraissent plus que des erreurs légitimées par ses études. Ne doit-on pas alors lui parler avec la même énergie qu'il emploie lui-même à se conduire? L'homme du XVIIIe siècle en un mot, est-il donc celui du XIe? Terminons par une assurance positive que les nouvelles que nous donnons aujourd'hui sont absolument neuves et nullement brodées sur des fonds connus. Cette qualité est peut-être de quelque mérite dans un temps où tout semble être fait, où l'imagination épuisée des auteurs paraît ne pouvoir plus rien créer de nouveau et où l'on n'offre plus au public que des compilations, des extraits ou des traductions. Cependant, la tour enchantée et la conspiration d'Amboise ont quelques fondements historiques. On voit bien à la sincérité de nos aveux combien nous sommes loin de vouloir tromper le lecteur. Il faut être original dans ce genre ou ne pas s'en mêler. Voici ce que dans l'une ou dans l'autre de ces nouvelles on peut trouver aux sources que nous indiquons. L'historien arabe Abul Qasim Tarif ibn Tariq, écrivain assez peu connu de nos littérateurs du jour, rapporte ce qui suit à l'occasion de la tour enchantée. Rodrigue, prince efféminé, attirait à sa cour par principe de volupté les filles de ses vassaux, et il en abusait. De son nombre fut Florinde, fille du comte Julien. Il la viola. Son père, qui était en Afrique, reçut cette nouvelle par une lettre allégorique de sa fille. Il souleva les morts et revint en Espagne à leur tête. Rodrigue ne sait que faire, nul fonds dans ses trésors, aucune place. Il va fouiller la tour enchantée près de Tolède, où on lui dit qu'il doit se trouver des sommes immenses. Il y pénètre et voit une statue de Temps qui frappe de sa massue et par une inscription annonce à Rodrigue toutes les infortunes qui l'attendent. Le prince avance et voit une grande cuve d'eau, mais point d'argent. Il revient sur ses pas. Il fait fermer la tour. Un coup de tonnerre emporte cet édifice. Il n'en reste plus que des vestiges.
Le roi, malgré ses funestes pronostics, assemble une armée, se bat 8 jours près de Cordoue et est tué sans qu'on puisse retrouver son corps. Voilà ce que nous a fourni l'histoire. Qu'on lise notre ouvrage maintenant et qu'on voit si la multitude d'événements que nous avons ajoutés à la sécheresse de ce fait mérite ou non que nous regardions l'anecdote comme nous appartenant en propre. Et ici, Sad a écrit une note de bas de page que je vous lise. Cette anecdote est celle que commence Brigandas dans l'épisode du roman d'Aline et Valcourt ayant pour titre Senville et Léonore, et qu'interrompt la circonstance du cadavre trouvé dans la tour. Les contrefacteurs de cet épisode, en le copiant mot pour mot, n'ont pas manqué de copier aussi les 4 premières lignes de cette anecdote, qui se trouvent dans la bouche du chef des Bohémiens. Il est donc aussi essentiel pour nous, dans ce moment-ci, que pour ceux qui achètent des romans, de prévenir que les ouvrages qui se vendent chez Pigoro et Leroux sous le titre de Valmour et Lydia, et chez Clériou et Moutardier sous celui d'Alzonde et Corradin ne sont absolument pas la même chose, mais tous les deux pillés littéralement, phrase pour phrase, de l'épisode de Senville et Léonore, formant à peu près 3 volumes de mon roman d'Aline et Valcourt. Quant à la conspiration d'Amboise, qu'on la lise dans Garnier, et l'on verra le peu que nous a prêté l'histoire. Aucun guide ne nous a précédés dans les autres nouvelles. Fond, narré, épisode, tout est à nous. Peut-être n'est-ce pas ce qu'il y a de plus heureux. Qu'importe, nous avons toujours cru et nous ne cesserons jamais d'être persuadés qu'il vaut mieux inventer, fût-on même faible, que de copier ou de traduire. L'un a la prétention de génie, ce n'est une au moins. Quelle peut être celle du plagiaire? Je ne connais pas de métier plus bas, je ne conçois pas d'aveux plus humiliants que ceux où de tels hommes sont contraints et en avouant eux-mêmes qu'il faut bien qu'ils n'aient pas d'esprit puisqu'ils sont obligés d'emprunter celui des autres. À l'égard du traducteur, à Dieu ne plaise que nous enlevions son mérite, mais il ne fait valoir que nos rivaux, et ne fût-ce que pour l'honneur de la patrie. Ne vaut-il pas mieux dire à ses fiers rivaux, et nous aussi, nous savons créer? Je dois enfin répondre aux reproches que l'on me fit quand parut Aline et Valcourt. Mes pinceaux sont trop forts. Je prête au vice des traits trop odieux. En veut-on savoir la raison? Je ne veux pas faire aimer le vice. Je n'ai pas, comme Crébillon ni comme Dora, le dangereux projet de faire aimer aux femmes les personnages qui les trompent. Je veux, au contraire, qu'elles les détestent. C'est le seul moyen qui puisse les empêcher d'en être dupes. Et pour y réussir, j'ai rendu ceux de mes héros qui suivent la carrière du vice tellement effroyable qu'ils n'inspireront bien sûrement ni pitié ni amour. En cela, j'ose le dire, je deviens plus moral que ceux qui se croient permis de les embellir. Les pernicieux ouvrages de ces auteurs ressemblent à ces fruits de l'Amérique qui, sous le plus brillant coloris, portent la mort dans leur sein. Cette trahison de la nature dont il ne nous appartient pas de dévoiler le motif n'est pas faite pour l'homme. Jamais, enfin, je le répète, jamais je ne peindrai le crime que sous les couleurs de l'enfer. Je veux qu'on le voie à nu, qu'on le craigne, qu'on le déteste, et je ne connais point d'autre façon pour en arriver là que de le montrer avec toute l'horreur qui le caractérise. Malheur à ceux qui l'entourent de roses. Leurs vues ne sont pas aussi pures et je ne les copierai jamais. Qu'on ne m'attribue donc plus, d'après ces systèmes, le roman de J. Jamais je n'ai fait de tel ouvrage et je n'en ferai sûrement jamais.
Il n'y a que des imbéciles ou des méchants qui, malgré l'authenticité de mes dénégations, puissent me soupçonner ou m'accuser encore d'en être l'auteur. Et le plus souverain mépris sera désormais la seule arme avec laquelle je combattrai leurs calomnies.